Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons étudier en détail les caractéristiques de la lumière obtenue par l'excitation de gaz. Vous connaissez déjà les caractéristiques de la lumière obtenue lorsque l'on fait chauffer un corps, par exemple le filament d'une ampoule. Vous savez que cette lumière qui paraît blanche à première vue, lorsqu'on la fait passer dans un système dispersif comme un prisme, produit une figure qu'on appelle un spectre et qui représente l'ensemble des couleurs, l'ensemble des radiations qu'elle contient. Chauffer un corps n'est toutefois pas la seule manière de produire de la lumière. Il y a une autre manière que vous connaissez en fait bien mieux que vous ne le pensez, c'est celui d'exciter un gaz, souvent un gaz à basse pression. Vous connaissez très bien ce phénomène en réalité, puisque c'est lui qui est à l'œuvre dans toutes les lampes qualifiées de fluorocompactes qui sont apparues et ont remplacé peu à peu les ampoules à incandescence depuis quelques années. Dans ces ampoules qui sont dans le commerce recouvertes d'une pellicule diffusante, se trouve en fait simplement une cavité contenant un gaz à basse pression. Tant que le gaz ne subit aucune excitation, l'ampoule en tant que telle est transparente. En revanche, quand on l'excite, souvent par des charges électriques, les gaz vont alors se mettre à produire une violente lumière. Cette lumière, lorsqu'on la fait passer dans un prisme ou un autre système dispersif, on s'aperçoit que son spectre n'a absolument aucun rapport avec celui d'un corps chauffé. En effet, il ressemble à ceci. Le spectre d'un corps chauffé présente toutes les couleurs sans aucune discontinuité, toutes les radiations possibles qui composent ce que vous avez l'habitude d'appeler l'arc-en-ciel. On dit que le spectre d'un corps chauffé est continu, aucune interruption entre les couleurs. A l'inverse, le spectre d'un gaz excité, lui, on le qualifie de discontinu. Pourquoi? Parce qu'il présente uniquement quelques raies colorées de couleurs très précises. Un spectre de lumière émise par un gaz comme celui qu'on vient de voir s'appelle un spectre de raies d'émission, car il s'agit d'un spectre présentant des raies lumineuses et que le gaz est en train de produire, donc d'émettre la lumière. Chaque gaz va présenter un spectre différent. Les radiations lumineuses produites par le gaz ne seront pas les mêmes selon le gaz. Autant dans les deux spectres que je viens d'afficher à l'écran, c'est très facile de distinguer les deux, mais pour peu que les couleurs se ressemblent, ça peut devenir compliqué. Dès lors, les scientifiques ont eu besoin d'introduire une grandeur, quelque chose de mesurable, permettant d'identifier clairement les couleurs qui apparaissent sur les spectres des gaz. Cette grandeur, on l'appelle la longueur d'onde. Elle est repérée par la lettre grecque lambda minuscule, et pour le visible, du violet jusqu'au rouge, elle s'étend de 400 à 800 nanomètres. Vous avez déjà vu un instrument qui permet en fait de repérer et de mesurer la longueur d'onde. C'est un spectromètre, un instrument qu'on peut utiliser pour observer directement le spectre d'une source lumineuse se trouvant face à nous. Au fond du spectromètre, vous avez dû repérer, on le voit sur cette image, une échelle. Une échelle qui se trouve là et qui, vue de l'intérieur, affichait clairement de 400 à peu près 700 nanomètres et se trouvait juste en dessous du spectre tel qu'on le voit. C'est un premier instrument simple permettant de voir une grandeur approximative pour chaque longueur d'onde. Il peut être intéressant de savoir que la lumière visible détectable par notre œil n'est qu'une toute petite partie de ce qu'on appelle de manière générale en physique les ondes électromagnétiques, qui englobent un grand nombre d'ondes, et du coup qui correspondent à des longueurs d'onde qui caractérisent chaque couleur dans le visible, mais aussi chaque onde spécifique, à des longueurs d'onde donc très différentes. À titre indicatif, les plus grandes longueurs d'onde, au-dessus d'un mètre en fait, correspondent aux ondes radio. Et plus on descend dans les longueurs d'onde, plus on va vers des ondes qui véhiculent une énergie importante. En dessous des ondes radio, on va trouver les micro-ondes, qu'on utilise dans les fours micro-ondes, mais qu'on peut trouver également dans l'espace émises par certains corps célestes. Ensuite, en dessous, on trouve les infrarouges, ça correspond au rayonnement qui transporte de la chaleur. Ensuite, on arrive enfin dans le domaine du visible, donc aux alentours du micromètre. C'est là qu'on voit toutes les couleurs qui correspondent à ce que notre œil peut percevoir. Et ensuite, on sort à nouveau des domaines de longueur d'onde que notre œil est capable de détecter. On passe aux ultraviolets, par exemple utilisés pour détecter les faux billets. On descend encore, on arrive aux rayons X, vous savez, ceux utilisés pour les radiographies. Et si on descend encore, on arrive aux rayons gamma, un type de rayonnement produit lors des réactions nucléaires. Ce qui nous intéresse, nous, c'est bien entendu les longueurs d'onde produites dans le domaine du visible.
Lorsque l'on a été capable de mesurer précisément ces longueurs d'onde, on s'est attelé à tracer le spectre de la lumière émise par chaque élément chimique placé sous forme de gaz. On s'en est aperçu, je l'ai déjà dit, que chaque élément chimique produisait une lumière montrant un spectre un petit peu différent. Je vais montrer quelques exemples à titre indicatif. Le sodium par exemple, si on prend une ampoule remplie de vapeur de sodium, ça va produire une lumière jaune très intense. Lorsqu'on tracera le spectre de cette lumière jaune, on obtiendra en fait simplement 2 fines raies jaunes. Toute la lumière produite se résume à uniquement 2 radiations jaunes de longueur d'onde bien précise. Si on prend complètement autre chose, par exemple si on prend le néon et qu'on l'excite, on obtiendra une lumière rouge très agressive que vous avez peut-être déjà vu sur certaines enseignes publicitaires par exemple. Lorsqu'on observe le néon de près, on se rend compte qu'il y a un grand nombre de longueurs d'onde émises qui se trouvent dans le domaine du rouge, du orange, ce qui explique cette lumière rouge très très franche. Il n'y a pas, ou alors vraiment en toute petite quantité, il n'y a pas du tout de longueur d'onde en dessous du jaune. Un dernier exemple pour la forme, le mercure. Lorsqu'on observe une ampoule remplie de mercure, excitée, on obtient une lumière bleue très agressive qui comporte des raies très importantes en termes d'intensité dans le violet, dans le bleu, une dans le vert, 2 raies dans le jaune. Et c'est tout ce qui compose cette lumière. Vous voyez à travers les 3 exemples donnés des spectres qui sont très différents et donc des lumières produites qui à l'œil nu sont également très différentes. Il faut être conscient que chaque élément chimique de la classification périodique va produire une lumière qui lui est propre. Les spectres pourront peut-être se ressembler par moments, mais si on mesure précisément les longueurs d'onde, d'où l'importance d'avoir quelque chose qu'on peut mesurer, on se rendra compte que chaque élément chimique produit une lumière qui lui est propre. Si cette lumière lui est propre, ça veut donc dire que, en obtenant le spectre de la lumière émise par un gaz et en mesurant proprement ses longueurs d'onde, on est capable de l'identifier, puisqu'en fait, les différentes longueurs d'onde produites par un gaz qui est excité, c'est entre guillemets sa carte d'identité. Ça permet de l'identifier avec certitude puisque un seul et unique élément chimique va produire un spectre précis avec tout un ensemble de longueurs d'onde données. À partir de là, on est capable donc, juste en analysant le spectre de la lumière produite par un gaz, de savoir à quel gaz on a affaire. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention et à bientôt.